Patrick Henny, Jérôme Révon, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour la chaire Yves Ultramar, qui portera aujourd'hui sur votre dernier ouvrage paru cette année, Transformed by the People, Hayat Tahrir al-Sham, Road to Power in Syria, et qui sera aussi le centre de gravité de notre échange aujourd'hui. Donc, pour commencer, Patrick, docteur en sociologie politique et chercheur invité à l'Institut de l'Université européenne de Florence et à l'IHEID. Et Jérôme, vous êtes vous aussi docteur en sciences politiques et senior analyste au International Crisis Group et aussi chercheur associé à l'IHEID. Donc, votre ouvrage, qui se base sur un accès de terrain en Syrie assez inédit, retrace la transformation du groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, d'un groupe plutôt djihadiste vers un acteur politico-administratif, d'abord à Idlib, puis qui jouera un rôle assez central dans la prise de Damas et le changement de régime fin 2024. Et il ouvre une lecture assez nouvelle de HTS et qui permettra qu'on explore ensemble, entre guillemets, différents éléments et analyses sur les implications et les ambiguïtés de cette transformation. Donc, dans le cadre de cette interview, je vous propose 3 grands axes. D'abord, un premier axe qui s'intéressera aux différents défis méthodologiques que vous avez rencontrés et à la positionnalité de votre travail et de votre recherche. Ensuite, un axe sur la continuité de la répression et du carcéralisme, peut-être du régime de Assad. Et enfin, sur l'existence ou non d'une configuration ou d'un modèle, disons, de ce qu'est HTS et sa transformation et des conséquences de cette grille de lecture. Mais tout d'abord, donc, votre livre se termine sur la prise de Damas par HTS fin 2024. Et cette fin, en fait, pose une question que j'aimerais avoir en introduction. C'est-à-dire, selon vous, comment est-ce que la prise de Damas et les derniers mois qui se sont écoulés depuis ont reconfiguré en fait vos analyses et vos conclusions, si c'est le cas, et comment est-ce que votre lecture de la transformation de HTS a évolué? Tu veux commencer? Je commence. Alors, je pense sur les éléments qui... il y a des éléments de continuité et des éléments de rupture. Alors, je pense que d'abord, soyons honnêtes, la première chose qui nous a surpris, c'est la chute de Damas, ou la prise de Damas. On voyait plutôt une situation d'enlisement d'un conflit qu'on décrivait comme un conflit gelé depuis des années. Et effectivement, on ne voyait pas trop comment les choses pourraient se débloquer. Les années qui ont précédé la prise de Damas par HTS et leurs alliés étaient plutôt des années de réhabilitation lente et progressive du régime de Bachar al-Assad. Tout à coup, il y a eu ce renversement qui nous a pris par surprise, comme il a pris tout le monde par surprise, sans doute Ahmed Shara lui-même également. Après, il y a des événements, il y a des défis, on va dire, sur l'immédiat après prise de Damas, qui étaient prévisibles. Le premier défi, c'est c'est une question de ressources humaines. HTS est un mouvement très petit en nombre, hein, c'est un mouvement de ce point de vue un peu élitiste, c'est pas un mouvement de masse comme le peuvent être les frères musulmans, par exemple, dans le spectre islamiste. Et du coup, déjà à Idlib, ils avaient de la peine à gérer une micro-administration de quelques milliers de personnes. Évidemment, le défi de tenir l'État à l'échelon national était un défi important. Et on a vu un peu une même formule se remettre en place. Et là, il y a une vraie ligne de continuité. C'est-à-dire que HTS offrait en quelque sorte l'architecture sur laquelle, ou la colonne vertébrale sur laquelle la reprise de l'État allait se faire. On va placer des hommes dans les postes clés, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les responsables sécuritaires. Et après, il faut déléguer un peu. Et cet acte de délégation est difficile, et du coup, il y a une déperdition de capacité qui se fait au niveau de l'État, sans doute beaucoup plus que ce qu'on avait pu voir, à Idlib. La deuxième surprise, je dirais, mais là on va peut-être développer plus tard, c'est la question de
comment est-ce que le radicalisme se transforme entre un moment qui était Idlib, qui était défini par le militantisme, un peu chez tout le monde, il n'y avait que des organisations militantes en gros, et des groupes armés, et comment est-ce que ça se transforme par la prise de l'État. Et ce qu'on parlait, ce qu'on évoquait dans le livre, c'est-à-dire de dire, voilà, finalement, il y a une espèce de montée d'un extrême centrisme, c'est-à-dire le radicalisme n'est plus simplement le radicalisme au sens la disposition à régler des différends politiques par la force et par l'usage de la violence, n'est plus seulement le fait de la vieille matrice radicale, salafiste, djihadiste, idéologisée, clairement identifiée dans certains groupes armés précis, mais devenait beaucoup plus diffuse et en quelque sorte se recentrait. En fait, c'est le mainstream sunnite qui, suite à la prise de l'État, qui pour beaucoup était définie par son État, entrait sur un mode de surchauffe identitaire en quelque sorte, ce qui a créé beaucoup de violence, beaucoup de morts, mais pas à partir d'une radicalité de type idéologique. Et ça, je pense que ça nous a surpris, et je pense que ça a surpris le leadership, ou le nouveau leadership à Damas également. Et si je pourrais ajouter, donc tout notre livre se concentre en fait sur la période entre 2019 et 2024. Donc c'est une période durant laquelle HTS a consolidé sa gouvernance, a essayé de se réorienter politiquement, et ça inclut une dimension domestique qui a des conséquences à l'heure actuelle, mais également une réorientation internationale. Et donc la réorientation était seulement partielle quand HTS contrôlait Idlib, parce qu'elle ne pouvait être que partielle, parce que le groupe restait listé comme une organisation terroriste par les Nations Unies et du coup par la plupart des États dans le monde. Et donc le groupe avait commencé à se repositionner de manière favorable avec la Turquie en particulier, à avoir une entente avec la Turquie sur des intérêts partagés, sur la base d'intérêts partagés à Idlib, qui était en fait la survie de la province de Idlib sous contrôle de l'opposition. Mais le groupe également, depuis 2020-2021, voulait également se repositionner vis-à-vis des pays occidentaux, alors que dans le passé, il s'était opposé à l'influence occidentale en Syrie dans l'opposition. De manière graduelle, en fait, il a considéré que ses intérêts s'alignaient avec les pays occidentaux. Ça impliquait le fait que le groupe s'opposait à l'intervention russe en Syrie, de manière logique, mais également à la présence iranienne en Syrie, qui a été critique pour la survie du régime. Et donc, ce repositionnement était là, mais plus en potentiel. Le groupe voulait créer ces nouvelles connexions, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt ou de raison valable pour les pays occidentaux de faire un pas vers le groupe. Et donc l'autre grande surprise, en plus de l'énorme surprise de la prise de Damas, qui effectivement a surpris tout le monde, est que la plupart quasiment toute la communauté internationale a joué le jeu en fait. Donc quand le groupe a pris le contrôle de Damas, très rapidement nous avons vu une succession de diplomates, d'ambassadeurs, mais ensuite également de rencontres avec des chefs d'État. Donc ça inclut des rencontres avec les chefs d'État de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, ensuite avec la France et ensuite avec Trump. Donc il n'y a pas eu de pushback de la communauté internationale. Au contraire, la communauté internationale a accepté ce changement et a voulu l'accompagner, y compris par rapport à la levée des sanctions, par rapport maintenant au delisting de Ahmed al-Sharra, le nouveau président, mais son ministre de l'Intérieur également. Et donc, toutes les choses sont allées très vite. Mais je pense qu'il est important de se rappeler toujours que ce ne sont pas des changements qui se sont seulement déroulés sur les 10 derniers mois. C'est que la transformation vraiment a précédé tout ça. Et sans la transformation qui a précédé entre 2016, la date durant laquelle HTS, où l'ancien Jabhat al-Nusra a coupé ses liens avec Al-Qaïda, à 2017, quand HTS a été créé, 2020, quand HTS a vraiment réprimé Al-Qaïda dans la province de Idlib. Donc, il y a une longue évolution qui a permis à ce que ces changements se déroulent de manière très très rapide. Mais ce ne sont pas des changements ces changements ne peuvent pas être compris sans le contexte qui a précédé et dans lequel on parle pour le livre. Non, mais c'est très intéressant et je pense que ça fait d'ailleurs écho justement à ma prochaine question et au premier axe que je voulais entre guillemets discuter avec vous concernant votre positionnalité et en fait les différents défis méthodologiques auxquels vous avez dû faire face. Parce que, donc, comme vous l'avez mentionné, dès 2019, vous êtes contacté par HTS pour une première prise de contact. Et donc, ça lance, entre guillemets, une enquête de terrain à Idlib. Et donc, vous le dites vous-même, et vos accès se sont, entre guillemets, faits par le haut, via justement la direction de HTS.
et donc, entre guillemets, des acteurs qui étaient, comme vous le décrivez, conscients et capables de produire un discours maîtrisé pour, entre guillemets, entretenir cette transformation que vous mentionnez. Et donc, ma question était en fait de me pencher sur comment est-ce que vous avez vérifié que vous n'étiez pas confronté à justement une déradicalisation ou une transformation, disons, performative, mais bien en fait une transformation réelle qui n'était pas une mise en scène. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est arrivé et on était toujours dans le cadre de visites à Idlib. Les visites étaient extrêmement encadrées. Et le discours qu'on recevait était un discours relativement élaboré. Enfin, il y avait une claire volonté de clarifier leur position, leur image, etc. Par contre, je pense là où il y a une grande différence entre notre discours et le leur, c'est que nous, on insiste sur, d'une part, une transformation, et d'autre part, on dit que la transformation est largement involontaire. Elle n'est pas le fruit d'une stratégie qu'ils auraient mis en place. Eux, leur discours, c'est de dire, finalement, on a toujours été comme ça. Et on a mal été compris. Et donc, nous, on fait œuvre de clarification, mais pas sur une trajectoire qui serait vue comme une transformation. Des acteurs politiques sont rarement prêts à se remettre en cause en disant « nous avions tort, maintenant, nous avons trouvé le chemin à la lumière ». Non, non. C'est la description ou la mise en forme de la dynamique de HTS depuis 2011-2012, du temps de Jebel Nosra jusqu'à maintenant, en termes de transformation et en termes de transformation qui s'est fait largement en réponse à des stimulus externes au mouvement, soit à partir des contraintes internes au pays ou externes. C'est un discours qu'on a posé et qui était, je dirais, en décalage relatif par rapport à la vision qu'ils entendaient poser sur eux-mêmes. Par contre, ce que je pense qui est important, c'est de bien voir que, tout d'abord, il y a des correctifs qui peuvent être faits quand on a une approche un peu canalisée. On a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir pu avoir, en premier lieu, un accès au plus haut niveau, avec un mouvement qui entendait mener avec nous une réflexion sur ce qu'il est. Et nous, notre position, c'était de nous interroger surtout sur comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est. Et donc, cette démarche par le haut était d'abord vraiment une opportunité. Elle avait une double contrainte. La première, c'est qu'on n'était pas dans une démarche de recherche à proprement parler. On venait dans le cadre d'un effort de médiation. C'est-à-dire, on voulait comprendre un acteur et voir comment est-ce que cet acteur peut jouer un rôle positif plutôt que négatif dans les logiques de désescalade et de médiation. Donc, on était quand même orienté, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et l'autre biais, c'est qu'est-ce qu'on fait de la part du bas, comment est-ce qu'on regarde la réaction de la société, etc. Et alors sur le premier biais, je pense qu'on a corrigé tout simplement par la masse des rencontres qu'on a eues. C'est-à-dire sur près de un peu plus de 5 ans de rencontres régulières, on a eu le temps de discuter tellement de choses, dans tellement de cadres différents, parfois en situation, que finalement on a pu poser des questions assez librement, y compris des questions de nature très académique, sur des questions de type ontologique, sur qu'est-ce qu'ils sont, la nature de leur mouvement, etc. Et sur le deuxième point, qui est comment est-ce qu'on accède à la société, aux opposants, etc., là, on a bénéficié du fait que Jérôme, comme moi, on n'était pas des nouveaux venus sur la scène à Idlib, et en fait, c'était une région qu'on fréquentait depuis 2012, où on avait pu d'ailleurs rencontrer Jabhat al-Nusra quand ils étaient encore dans leur matrice initiale rattachée au salafisme djihadiste, mais aussi on a pu rencontrer tous les autres avec lesquels ils sont parfois alliés, avec lesquels ils ont parfois fait de la guerre, et ça nous a donné un réseau de contacts qu'on a pu utiliser pour enrichir en quelque sorte les inputs et diversifier les points de vue. Oui,
j'ajouterais qu'en fait, HTS, au final, c'est un groupe parmi d'autres. Ça n'était pas le groupe le plus important jusqu'à 2019. Il y a eu des dizaines de grands groupes qui ont été actifs durant la guerre civile syrienne. Moi, personnellement, avant de travailler sur HTS, j'ai travaillé sur d'autres groupes, dans le cadre d'un autre livre, From Jihad to Politics. Donc, en fait, à chaque fois qu'on posait des questions à HTS, je continuais ces interactions avec d'autres factions également. Des factions qui parfois s'allient avec HTS, mais parfois aussi l'ont combattu. En particulier, il y a eu des groupes qui ont combattu HTS entre 2017 et 2019, dans le cadre de combats fratricides qui ont fait des milliers de blessés et des centaines de morts en tout cas. Et donc, je pouvais obtenir, dans le cadre des discussions qu'on avait avec Patrick, la position de HTS, mais également la comparer à ce que d'autres pouvaient dire. Quelle est la différence de perception entre ces différentes factions sur les mêmes événements. Et dans le cadre de notre discussion, le leadership de HTS savait très bien qu'on était connecté à d'autres. Et ils savaient également, ils ont réalisé très rapidement qu'on n'était pas là juste pour un scoop en fait. On est des chercheurs qui font ça dans le temps long. Donc si par exemple, on avait été une fois à Idlib et qu'ensuite on avait immédiatement publié quelque chose en disant voilà ce que HTS nous a dit, c'est pas comme ça qu'on peut créer une relation de confiance et c'est pas comme ça qu'on peut aller ensuite dans les détails. Donc pour nous, c'était important d'obtenir toutes ces informations, de prendre du temps, de les analyser, de créer une certaine relation avec eux pour qu'eux également comprennent qu'on est là pour le temps long. On n'est pas là juste pour obtenir un scoop et pour ensuite dire quelque chose de compromettant sur eux pour les médias ou quelque chose comme ça. Et donc, ça crée une certaine relation avec eux qui ensuite permet de discuter dans les détails, même des choses qui peuvent être sensibles pour l'organisation, parce qu'ils comprennent notre but. Et comme l'a mentionné Patrick au départ, ça leur permet également de réfléchir à eux-mêmes, de réfléchir à leur propre trajectoire. Parce qu'un des grands risques, c'est de croire que depuis le 2019, ils avaient prévu de faire tout ça jusqu'en 2024, ou que des conseillers leur auraient dit de faire telle et telle chose. Alors qu'en fait, ce qu'on montre, c'est que la transformation du groupe s'est faite par une succession de décisions ad hoc en réponse à des stimuli externes, que ce soit international ou domestique. Il n'y a pas de grand plan stratégique, en fait. Toutes ces choses se font de manière spontanée, plus tactique que sur le long terme. Et donc, vu qu'on était sur cette approche de long terme, ça nous a permis vraiment de retracer, de comprendre cette transformation de manière objective. Et si je peux ajouter également, en plus des autres factions, on a également parlé à des dissidents de HTS, des gens qui étaient avec eux avant, qui les ont quittés parce qu'ils les pensaient trop modérés, ou des gens qui les ont quittés parce qu'ils les pensaient trop radicaux. Donc, différents types de personnes qui ont quitté le groupe et qui ont des critiques très différentes. Également des penseurs djihadistes à l'étranger, savoir quelles étaient leurs interactions avec HTS, qu'est-ce que eux pensent des décisions que HTS a prises, pour que nous n'ayons jamais au final, que nous ne soyons pas dépendants que de la version qu'HTS nous dit. Non, on écoute ce qu'il nous dit, mais on écoute ce que tout le monde dit autour. Les dissidents, les alliés, les opposants, les gens qui se battent contre eux, les gens qui s'allient contre eux, pour avoir une vision assez générale qui reflète de manière juste, je pense, la version des faits. Merci beaucoup. Et pour continuer un peu toujours dans cette question, donc merci d'avoir présenté aussi, entre guillemets, un peu la méthodologie, les limites que vous avez mises en place pour éviter certains biais. Est-ce que vous pensez tout de même que votre livre, et aussi après sa réception, est-ce que vous pensez qu'il a pu avoir un usage médiatique ou politique, ou est-ce qu'il a pu participer ou même être instrumentalisé comme un outil un peu de soft power? Comment est-ce que vous avez un peu géré cet aspect aussi un peu post-recherche, si je puis me permettre? Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Disons, il a été commenté par beaucoup d'acteurs, enfin soit par des journaux internationaux, soit par des journaux académiques, mais également en Syrie, en langue anglaise et en langue arabe. Et en fait, on entend des critiques venant vraiment des deux côtés. On entend des gens qui disent que, quelque part, c'est une légitimation de HTS, autant que des gens qui sont plus critiques par rapport à ce qu'on a écrit. Donc, quelque part, il y a des critiques des deux côtés. Je pense que ça permet d'illustrer, d'expliquer la trajectoire de HTS. Je pense que dans une large mesure, le groupe a fait lui-même le travail. Dans le sens où il a obtenu, pas une réhabilitation en 2024, mais disons, il a obtenu une transformation d'un groupe qui était vu comme un groupe lié tout d'abord à l'État islamique et ensuite avec Al-Qaïda, qui était une menace pour la paix internationale, à un groupe qui était problématique entre 2020 et 2024, ou 2019 et 2024, qui était problématique, mais qui n'était pas un danger. Et ça, c'est principalement suite à leurs propres actions. Donc nous, on a expliqué ces actions dans le cadre d'un livre, mais c'est pas vraiment
la chose qui aura fait changer la vie des décideurs politiques qui, en général, ne lisent pas forcément un livre de 300 pages, qui dépendent plus des analyses de leurs conseillers et de ce genre de choses. Après, moi, je pense qu'il y a eu, dans les cercles de prise de décision, on va dire, que ce soit les personnes au niveau working level en charge de la Syrie, les diplomates engagés là-dessus. Et je pense que ceux qui disaient qu'il y avait une certaine lecture plus compréhensive par rapport à ce qui se passait, par rapport aux sceptiques, ont pu faire un usage de ce livre, au sens où il leur donnait beaucoup d'arguments pour répondre en quelque sorte à des personnes qui seraient sceptiques par rapport à une transformation. Et dans le bouquin, on essaye d'être un peu fin là-dessus. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a un terme qu'on refuse absolument, qui est le terme de modéré. Je pense que on le refuse parce que ça veut rien dire, c'est flou. Mais par contre, ce qu'on essaie de dire, c'est dire finalement, un acteur peut très bien évoluer vers une direction sans qu'il y ait une espèce de boussole politique préétablie sur laquelle il se cale et qu'il guide. Ça, je pense que il y a énormément d'improvisation dans ce qui s'est passé. Et en décrivant une improvisation, c'est-à-dire ces coups, ces réponses à des stimuli de l'extérieur du cadre idéologique de l'organisation, des coups tactiques, comme disait Jérôme, relancent les sceptiques en disant mais comment est-ce que quelque chose de tactique peut donner quelque chose de stratégiquement différent, c'est-à-dire différent de manière durable. En fait, ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on peut, sans être guidé par une espèce de projet préétabli, se réorienter et à un moment donné devenir quelque chose de différent, mais la dynamique de transformation a été telle et les rapports de force à l'intérieur du mouvement se sont tellement modifiés et les concessions ont été suffisamment ancrées dans la durée et significatives pour que, in fine, sans qu'il y ait vraiment une intention préétablie au départ, on devient un peu malgré soi, en quelque sorte, quelque chose de différent. Et de ce point de vue-là, il y a tout le débat sur les intentions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est sincère, pas sincère, etc. En fait, finalement, et ça c'est vrai pour HTS, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres acteurs politiques, les intentions comptent pas forcément beaucoup, ou en tout cas ne sont pas le facteur explicatif primordial. Et j'ajouterais, c'est un peu un problème en fait par rapport à ces acteurs-là. Quand on a un acteur djihadiste, donc qui est perçu comme idéologique, souvent le prémisse que les analystes peuvent avoir ou que les gens qui prennent les décisions au niveau politique ont, c'est que vu qu'ils ont des idées qui sont assez fermes et assez bien développées, quelque part, toutes leurs actions doivent être expliquées par leurs idées. Et donc, quelque part, il y a ce côté où tous ces groupes ont un plan stratégique dans le très long terme et que peu importe ce qui se passe autour d'eux, c'est leur plan stratégique qui guide leurs actions. Alors que nous, on reconnaît qu'ils avaient des idées, qu'ils avaient un projet idéologique. On va jamais nier cette caractéristique du groupe. Mais en fait, tout le livre se concentre sur le groupe en tant qu'acteur politique. On veut comprendre leurs actions politiques et les conséquences plus que le plan stratégique. Le plan stratégique veut tout et rien dire. Oui, on veut conquérir la Syrie. Ok, mais comment vous y parvenez? Ça ne dit peu de choses par rapport à ça. Non, merci beaucoup. Pour aller un peu de l'avant dans la structure de l'entretien, je vous propose maintenant de partir plutôt sur la continuité ou pas vis-à-vis de l'ancien régime de Bachar el-Assad. Et donc récemment, Arthur Saradin, qui est journaliste, a sorti un livre, Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien, dans lequel il recueille beaucoup de témoignages de personnes qui sont passées par les prisons et par en fait tout l'appareil répressif d'Assad, et qui a sorti une phrase que je trouvais très intéressante, c'est-à-dire qu'il a cité un témoignage qui lui disait « On se débarrasse de Assad, mais pas de l'assadisme ». Et sous-entendu, il y a encore maintenant dans la société syrienne en 2025 des relents de cet appareil répressif. Et donc je me demandais en fait comment est-ce que vous aviez établi que l'appareil sécuritaire de HTS maintenant ne reproduisait pas en fait certaines formes
d'assujettissement ou je dirais de répression qui était aussi celle du précédent régime, et si vous aviez observé des dynamiques liées à ces thématiques. Je pense que la question qui se pose et qui est assez logique si on la repose en termes non polémiques, c'est finalement une prise de pouvoir a toujours une part de continuité, une part de rupture, et finalement l'État en train de se former sous nos yeux aujourd'hui, évidemment s'inscrit dans une trajectoire de plus long terme. C'est pour ça que la sociologie historique politique existe, quoi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tracer des filiations en termes polémiques. Ça, je pense que c'est important. Surtout sur la dimension autoritaire. Et là, on avait, juste pour revenir sur les dilemmes intellectuels qu'on avait, mais aussi politiques, pendant qu'on écrivait le bouquin, on a fait un choix de se concentrer sur les transformations idéologiques d'un mouvement. Et en bout de course, après un an et demi d'écriture, on s'est rendu compte, mais finalement, si on se concentre principalement sur l'idéologie, même si c'est dans une perspective de la déconstruire, de montrer que c'est pas l'idéologie qui explique, mais l'idéologie qui a expliqué, etc., quelque part, on était très idéologiso-centré. Si j'ose dire, excusez-moi le néologisme pour ça. Et on s'est dit, par souci d'équilibre, mais aussi par souci d'équilibre politique, on ne peut pas interroger l'idéologie sans avoir au moins une réflexion qui va de pair avec une réflexion sur l'autoritarisme. Et on a posé la relation entre les uns et les deux, entre les uns et les autres, entre la question de la déflation de la radicalité idéologique, si vous voulez, et la question de l'autoritarisme, en disant finalement, il y a des liens entre les deux, mais les liens sont complexes. Et on peut très bien faire de la déflation idéologique tout en restant très autoritaire. Le cas de Mohamed Belsalman est un cas évocateur en la matière. Mais on peut aussi avoir un itinéraire de déradicalisation qui aboutit à moins d'autoritarisme. Et on a eu, en fait, la chance énorme d'assister à une première vague de contestation forte de HTS et de Ahmed al-Shara, Abu Mohamed al-Jolani avant ça, pendant toute l'année 2024, où il y a un long mouvement de contestation qui a largement repris les slogans, les formes de mobilisation, il y a un apprentissage de la rue qui s'est fait depuis 2011, mais en le retournant contre Jolani. Ce qu'on a vu, c'est que l'autoritarisme, pendant cette période-là, face à un mouvement qui était au niveau de Idlib massif, dans un contexte où HTS redoutait que la paix sociale ou la remise en cause de la paix sociale risquait de faire le jeu du régime, c'est profondément problématique. Et la tentation de la répression aurait vraiment pu être là. Diminuer un risque par la force immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Pendant 10 mois, il y a eu des manifestations récurrentes sur l'ensemble des zones que contrôlait HTS. Les slogans, c'était « Le peuple veut la chute de Jolani », comme on disait 12 ans plus tôt, « Le peuple veut la chute du régime ». Mais finalement, on voit que la gestion de la contestation s'est faite sur un mode bien moins coercitif que ça a été le cas avec du temps du régime assadiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autoritarisme. Mais l'autoritarisme de HTS, selon nous, et c'est la réflexion qu'on pose là-dessus sur 2 chapitres en fin de livre, c'est de dire l'autoritarisme de HTS est un autoritarisme qui fonctionne beaucoup moins à la répression pure, physique, qu'à la raréfaction des alternatives politiques. Et ça, c'est quelque chose qui marche jusqu'à maintenant et qui est largement cautionné et reproduit par l'international, où tout le monde dit finalement Ahmed al-Shara, c'est la meilleure alternative qu'on a, c'est la seule alternative la seule option contre le chaos. Et du coup, ce qu'on voit durant les années de gouvernance à Idlib depuis 2017 jusqu'à 2024 et pendant cette première année, c'est que la violence politique qui a eu lieu
Et quand le sang a coulé, il était moins dans une logique de répression organisée par le haut que dans une logique de surchauffe identitaire qui a eu lieu à différents endroits, mais qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un projet d'emprisonnement massif. Il n'y a pas encore un univers carcéral qui fait partie structurante de la gestion des oppositions politiques dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de torture, il y en a eu. Il y a eu des prisons évidemment à Idlib, il y a eu des mauvais traitements, il y a eu des personnes qui ont été tuées, des personnes qui sont mortes sous la torture, il y a des rapports, il y a eu des rapports là-dessus, mais ça n'a jamais été quelque chose qui participait directement d'une forme de gouvernance et de gestion des oppositions. Alors ça peut changer. On est dans un régime qui est en train de se construire, et je pense que là encore, on est toujours dans l'improvisation largement, mais je serais un peu plus réservé sur la continuité d'un carcéralisme forcené, dans la mesure où les autorités aujourd'hui encore une fois, sont pris dans un réseau de contraintes fortes, locales d'abord, mais internationales également. Et je pense s'il faut penser les termes de continuité et d'ancrage historique de la gouvernance aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux de réfléchir sur d'autres sujets que le carcéral. Je pense que ce n'est pas le carcéral et l'expérience carcérale qui définit la continuité historique de l'État en train de se former aujourd'hui. Oui, clairement. Et j'ajouterais que, au final, souvent on entend des discours un peu cyniques à l'étranger qui disent, au final, on remplace un État autoritaire par un État qui est très similairement autoritaire, alors que la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, dans le sens où le régime baathiste, avant la guerre civile, avait été au pouvoir pendant 40 ans. On parle d'un régime entièrement structuré, stabilisé, avec ses normes, avec sa volonté hégémonique sur la population, quelque chose qui vient vraiment de haut en bas et qui se reflète à travers toutes les institutions du régime. On ne peut pas réellement comparer ça, tout d'abord à l'expérience de Idlib, qui était une expérience à partir de 2019 qui se basait quasiment sur rien. C'est des gens qui ont pris le pouvoir en déléguant en partie à d'autres strates de la société, mais qui n'avaient pas cette expérience-là, donc qui ont fait toutes leurs décisions ad hoc. Il n'y avait pas la même expérience étatique derrière. Donc, en grande partie, leurs décisions sont aussi réactives, sont aussi des décisions qui émergent de l'apprentissage, en fait, au jour le jour, de comment est-ce qu'on crée ce projet, comment est-ce qu'on manage la population d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant. Donc, par exemple, il y a eu 2 événements sanglants en mars et en juillet. Effectivement, une répression d'une insurrection que le gouvernement avait pensé comme étant beaucoup plus importante qu'elle l'était, et ensuite des affrontements entre Bédouins et Druzes dans le sud à Souaïda qui ensuite ont escaladé. Mais on parle d'une approche par le gouvernement qui utilise une armée qui n'est pas encore une armée, qui est une coalition de factions, sans vraie organisation, sans discipline, sans entraînement, qui sont des factions qui n'ont jamais eu à faire du maintien de l'ordre, en fait, ou des opérations de contre-insurrection. Ce sont des groupes qui ne se battaient que à travers des lignes de front, mais qui n'ont jamais interagi avec la population dans le passé. Donc, pour moi, il est difficile de comparer ce genre de situations, qui sont des situations improvisées, ad hoc, sans vraiment raisonnement derrière, mais qui sont juste, on a un risque, on essaie de le contenir. On ne peut pas réellement comparer ça, par exemple, à ce que le régime faisait en 2011, où on parle d'un régime établi depuis plusieurs décennies, qui décide par le sang de réprimer la population pour limiter toute opposition à lui. Par contre, là où je pense que la remarque est intéressante également par rapport à le fait de dire on a supprimé le régime mais il y a encore le assadisme, c'est que le assadisme, c'est pas que le régime. Le assadisme, c'est aussi dans la culture des gens, dans la culture politique, dans la nature de la société civile, dans les interactions également entre les communautés. On parle d'un régime qui avait gelé ce genre de choses pendant 40 ans. Donc effectivement, supprimer le assadisme, c'est aussi pour les Syriens d'apprendre à vivre ensemble.
de recréer des institutions, une manière de faire, une manière d'interagir entre différentes parties de la communauté syrienne. Et c'est pas forcément quelque chose qui est su, parce qu'il n'y a pas eu cette expérience depuis les années 60, depuis que le parti Baath a pris le pouvoir en Syrie. C'est vraiment intéressant. Et puis, pour continuer encore sur ces thématiques un peu d'improvisation, de continuité, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. C'est d'une part, est-ce qu'il y a eu, pas une réhabilitation, mais plutôt un transfert de techniciens du régime d'Assad dans le nouveau gouvernement, en parallèle des alliés d'Al-Shara, etc. Et plus pour l'improvisation, qu'est-ce qu'il en est de l'inclusion des femmes dans le gouvernement, dans la société syrienne, dans ces sphères-là? Est-ce que c'est aussi un sujet que vous avez été amené à étudier, à observer? Moi, je pense que je vais essayer de répondre en prenant un petit chemin de traverse sur la question. C'est un chemin de traverse, c'est pas une esquive. Et si on pose juste une réflexion sur qu'est-ce que c'est la transition politique aujourd'hui, il y a une perspective un peu techniciste qui domine souvent certains milieux diplomatiques, les cercles onusiens parfois, où en gros, il y aurait maintenant un cadre de transition déterminé, défini par une feuille de route clairement établie, en 5 points sur 5 ans, avec la mise en place d'un parlement, puis d'un comité en charge de refaire la Constitution, avoir une nouvelle Constitution, à terme de nouvelles élections, etc. Alors, ce processus formel de transition, il existe. Et il part du présupposé que la transition se fait de l'ancien régime assadiste à un nouveau régime à définir. Ce qu'on commence à deviner un peu, c'est que dans cette logique d'improvisation, il y a aussi une logique de transition qui passe pas forcément par ce chemin-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que a fait Ahmed Shara une fois avoir pris le pouvoir? Ahmed Shara et son inner circle de personnes qui l'entouraient. Ils étaient dans une situation avec un degré d'incertitude et d'instabilité extrêmement fort. Ils ne savaient pas comment les autres segments de la population allaient réagir. L'armée était défaite, certes, mais qu'est-ce qui va se passer de la côte? Il y avait une incertitude complète sur les réactions internationales, mais surtout régionales. Il y a la mémoire de 2011, 2012, 2013, où certes, la nouvelle équipe dirigeante bénéficiait du soutien de la Turquie, du Qatar, mais on se souvient également de cette forte polarisation régionale avec un axe pro-islamiste, pro-révolutionnaire d'un côté et un axe, pour faire court, contre-révolutionnaire de l'autre, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, l'armée égyptienne. Et on n'avait aucune idée de comment allait se reconfigurer la région et comment est-ce que les États de la région allaient réagir par rapport à la transformation en cours. Du coup, sur les jours et les premières semaines immédiatement après la chute de Bachar al-Assad, le premier objectif, c'était combler le vide dans une situation d'incertitude forte en évitant l'effondrement des institutions de l'État. Donc dans ce contexte-là, la politique suivie était une politique de s'appuyer sur les personnes avec lesquelles HTS avait l'habitude de travailler, sur lesquelles ils avaient confiance. C'est-à-dire, en gros, la première ligne d'appui pour reprendre et tenir l'État, c'était HTS elle-même. Après, évidemment, que HTS, vu le nombre, on avait parlé en début de cette discussion, le nombre ne suffit pas. Donc, il a fallu s'élargir un peu à un deuxième cercle, reprendre et puiser dans le laboratoire de Hedlep, qui était aussi un laboratoire de technologie politique et pas seulement de personnes, reprendre les personnes utiles, reprendre certaines pratiques de gouvernement et les appliquer de manière aussi rapide que possible, justement pour éviter un scénario d'effondrement des institutions. Donc du coup, le pari de s'appuyer sur les proches et sur les réseaux de ceux qui tournaient autour du mouvement, à un moment donné, créer un fait accompli. Ce fait accompli, on l'a vu dans le premier gouvernement provisoire, où en gros, l'impression optique réelle, c'est une razzia djihadiste quoi, sur
sur Damas. Et effectivement, elle traduisait bien ça. Je veux dire, la colonne vertébrale du nouveau pouvoir, c'était HTS et ceux qui étaient proches avec eux. Et ce qu'on voit en train de se mettre en place, c'est précisément parce qu'il y a une question de numéraire, il n'y a pas assez de nombre, il y a une question de capacité. Je veux dire, c'est pas à Idlib, pendant 12 ans de guerre, qu'on acquiert des capacités gestionnaires au niveau d'un État. Il y a une longue dynamique d'ouverture qui s'est faite. Le deuxième gouvernement provisoire, on voit que le nombre de personnes de HTS chute pour arriver à 3 ou 4 personnes, je ne sais plus, de ministres qui sont dans le gouvernorat. On voit une arrivée de technocrates. Évidemment, c'est les technocrates revolution friendly, si tu veux, qui arrivent aux commandes. Mais on voit aussi un espèce de dialogue en train de se faire avec les acceptables de la bureaucratie d'État qui existait avant. Et en fait, cette espèce de deuxième mouvement de la reprise en main de l'État dans une dynamique d'ouverture est en fait, selon nous, la vraie transition. Et la vraie transition, c'est maintenant, c'est plus vraiment de transiter du régime assadiste à autre chose, c'est en fait de s'ouvrir après quelques mois de monopole absolu sur le pouvoir par HTS à une lente ouverture prudente, calculée, mesurée, paramétrée et définie par l'eau, pour créer quelque chose qui soit à la fois plus inclusif, où il y ait plus de capacité, mais ou aussi qui reste totalement sous contrôle. Donc, c'est une espèce d'inclusivité sans pluralisme, si vous voulez. Et du coup, comme la logique de reprise en main de l'État s'est fait, un, par appui sur HTS, et deux, fonctionne ensuite par des réseaux de capillarité autour de ceux qui étaient aux commandes, évidemment, les femmes, les minorités, les non-sunnites, une partie de la bourgeoisie sunnite qui n'était pas forcément avec eux. Enfin, ça fait beaucoup de personnes, pour l'instant hors jeu, en tout cas momentanément, pas présentes dans les instances dirigeantes aujourd'hui. Et j'ajouterais qu'il y a une caractéristique dans la gouvernance du nouveau gouvernement, qui est que, en plus d'avoir réintégré graduellement des gens qui ont des capacités techniques, par exemple dans le ministère de l'Industrie, ce genre de choses, des gens qui simplement ont l'expertise pour ces sujets-là et qui ne sont pas des choses politiques, le gouvernement s'ouvre à d'autres, mais en tant qu'individu. Donc, dans le sens où il accepte, en fait, de nommer des gens, y compris de plus en plus en dehors de HTS, principalement dans les milieux révolutionnaires, mais même dans les milieux révolutionnaires même qui étaient hostiles à HTS. Ils n'ont pas forcément de problème à incorporer ces personnes à différents niveaux, que ce soit dans des ministères comme le ministère des Affaires étrangères, ou que ce soit dans des institutions comme le Conseil de la Fatwa, qui émet les opinions religieuses au nom du gouvernement, parce qu'ils n'ont pas forcément de problème à intégrer des individus, du moment où ce sont des individus, mais ils ne sont pas dans une approche de faire des concessions à des groupes politiques organisés. Leur ligne rouge, elle est là. Donc on voit ça reflété également dans le Parlement. Dans le Parlement, il y a eu des études sur l'origine des nouveaux députés. L'approche la plus simple ou simpliste serait de dire, parce que le Parlement, un tiers va être nommé par le président et les 2 tiers est nommé par des commissions nommées par le président. L'analyse simpliste serait de dire qu'en fait, tout le Parlement est directement entre les mains de HTS. Mais en fait, en pratique, c'est pas le cas. Les gens proches de HTS en tant que députés du nouveau Parlement sont une petite minorité. Il y a plus de députés en fait qui venaient d'autres groupes, même des groupes qui sont fortement opposés à HTS, qui ont combattu HTS, et des gens non liés à ces milieux-là. Parce que le gouvernement et le leadership de la Syrie n'a pas forcément de problème à inclure ces personnes-là, tant qu'ils ne sont pas organisés en tant que groupe. Parce que s'ils commencent à s'organiser en tant que groupe, ça devrait les forcer à faire des concessions politiques. Mais ils ne sont pas encore prêts à ça, je pense, parce qu'une des raisons, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas encore clarifié quel va être le rôle de l'ancien HTS dans le nouvel État syrien. Est-ce que ça va devenir un parti-État? Est-ce que ça va devenir un parti politique hégémonique? Est-ce que ça va devenir un parti politique dominant en alliance avec d'autres partis alliés? Tout ça n'est pas encore clarifié. Donc, en attente de clarification, il ne veut pas qu'il y ait de groupes politiques qui pourraient commencer à se développer et à s'organiser sans qu'HTS ne l'ait fait auparavant. Et je pense, si je peux juste rebondir là-dessus,
depuis quelque temps, on commence à avoir l'habitude d'un ping-pong intellectuel avec Jérôme, donc on continue un peu. Si on continue un tout petit peu sur la réflexion sur quelle est la nature du nouveau pouvoir aujourd'hui et qu'est-ce que nous disent ces quelques premiers mois sur l'autoritarisme des nouvelles autorités. Il y a une ligne de continuité qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'autoritarisme ne fonctionne pas à la coercition et que s'il y a eu des faits de violence notables et impressionnants, ils ne s'inscrivaient pas dans une logique de répression d'un pluralisme politique en train de se constituer. Et ils ne répondaient pas à une contestation politique du pouvoir. Et ça, c'était vrai pour la côte, c'était vrai pour ce qui s'est passé à Soledad également. Par contre, ce qu'on voit se mettre en place, qui semble être un tout petit peu structurel, c'est que les nouvelles autorités œuvrent assez fortement à la dépolitisation de l'espace public en train de se mettre en place. C'est éviter, ou dit autrement, il y a une réticence à accepter que des centres de pouvoir alternatifs se mettent en place, autant militaires, ce qu'on comprend, mais aussi politiques. Hein. Et ce que disait Jérôme, c'est-à-dire qu'on va accepter de dialoguer avec tout le monde, mais dans une espèce de politique de notables où on va pêcher les personnes, même ceux qui leur sont opposés, hein, c'est pas un problème, mais on va éviter de donner de la légitimité à des formations politiques ou à des groupes constitués. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est comment est-ce que est en train d'être gérée l'intégration des différentes factions armées de l'armée syrienne libre. Les factions armées de l'armée syrienne libre sont des factions révolutionnaires, donc qui voulaient un changement du régime. Donc par définition, elles sont politiques. C'est pas des groupes de mercenaires ou des milices de ce point de vue-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que les quelques mois sur lesquels on peut s'appuyer pour voir comment marche cette intégration, l'intégration a été d'une part technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces groupes, comment est-ce qu'on les reforme, comment est-ce qu'on les redéploie, dans quel type de division est-ce qu'on va les mettre, et ensuite elles étaient clientélistes de l'autre, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on va placer les commandants dans les structures du ministère de la Défense, mais n'ont jamais porté sur des questions de participation politique, sur des questions de définir la nature de l'État, de quel type d'État on va faire ensemble, alors que dans la plupart des autres expériences où on a eu des mouvements de démantèlement de structures militaires ou d'intégration de structures militaires, il y a toujours eu une part politique substantielle qui allait avec ça, précisément parce que ces structures militaires n'étaient jamais que militaires. Et là, le premier itinéraire ou deuxième itinéraire de dépolitisation, c'est par rapport aux groupes armés. Le troisième, c'est par rapport aux minorités. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que ce soit les négociations avec les Druzes qui ont débuté très très vite, quelques jours après la prise de Damas, ou avec les Kurdes, où HTS a eu l'intelligence d'éviter la confrontation et de souscrire à une démarche de dialogue et de négociation. L'essentiel ne porte pas sur le politique. L'essentiel porte sur le contrôle territorial et l'intégration des forces armées. Donc pour l'instant, on voit quand même une logique de raréfaction de la pluralité politique. Donc je pense que cette formule de dire, voilà, on a de l'inclusivité sans pluralisme, ça risque d'être un trait qui risque d'être assez structurel sur la définition du pouvoir dans les mois qui viennent. Et une des grandes questions va être comment est-ce que peut se constituer un champ politique proprement pluraliste si on dépolitise les groupes armés, si on cantonne les minorités soit à s'enclaver et à se territorialiser là où ils sont, ou à discuter principalement de protection et d'autonomie relative chez eux, et si on discute purement d'intégration militaire avec les factions armées. Et je pense qu'à un moment donné,
on verra le politique se réinventer d'une manière ou d'une autre, mais par où, ça, je pense que la question reste encore ouverte. Ça. Vraiment très intéressant, merci beaucoup. Je propose qu'on entre dans le troisième et dernier axe de cet entretien, qui aborde en fait le fait que vous, dans votre livre, ne parlez pas en fait des dynamiques d'HTS comme d'un modèle exportable ou d'un, pardonnez-moi l'anglicisme, mais d'un blueprint sur aucun aspect. Cependant, forcé de constater qu'en étudiant un sujet et en mettant en exergue ses différentes caractéristiques principales, on finit par être capable de reconstruire un peu une configuration qui déterminerait un peu ce qu'est la transformation de l'HTS. Et je voulais savoir, en fait, selon vous, quels en seraient du coup les éléments principaux de cette configuration, de ces quelques éléments qui vraiment définissent la transformation de l'HTS, pour qu'ensuite on discute du risque, entre guillemets, de voir ce modèle circuler malgré vos mises en garde comme une grille de lecture, une sorte de framework, de nouveau, désolé pour l'anglicisme, qu'on pourrait appliquer à d'autres situations, autant du point de vue des groupes qui chercheraient, de certains groupes qui chercheraient peut-être à eux se transformer, ou bien de chercheurs ou de personnes diplomatiques qui chercheraient à analyser des groupes dans d'autres contextes. Disons, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup pensé pendant le travail de recherche et qui maintenant est devenu encore plus prenant comme question. Pendant le travail de recherche, quand on parlait de façon régulière au leadership de HTS, souvent on leur posait la question « Comment vous définissez votre groupe, votre expérience, l'influence que ça peut avoir ailleurs ?» Et leur propre vision des choses a évolué là-dessus. Parfois, ils disaient « Non, on est juste un gouvernement temporaire à Idlib, en attendant potentiellement des grands changements en Syrie, mais on ne veut pas être un exemple pour d'autres, quoi que ce soit. » Mais parfois, il y avait cette idée de dire « Oui, on est quand même les premiers qui avons fait ça, et quelque part, on montre qu'il y a une voie de sortie en fait, du djihad global. » Et HTS, là où il est vraiment unique et important, c'est que du coup, c'est le premier groupe qui a totalement renversé la dynamique des années 2000. La dynamique des années 2000, ce sont une pluralité de groupes locaux, que ce soit en Afrique du Nord, en Irak ou ailleurs, qui deviennent globalistes, qui sont des groupes locaux qui globalisent leur agenda, soit à travers leurs cibles, soit à travers leurs objectifs, soit à travers leur narratif ou leur mode d'opération armée. Donc ce sont des groupes qui deviennent affiliés à Al-Qaïda dans les années 2000. Et là, on a le premier groupe qui part du djihad global, qui faisait partie de l'État islamique en Irak, puis ensuite qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, mais qui s'en sépare, qui réalise qu'il y a de vraies tensions entre l'agenda global et l'agenda juste national dans le cadre syrien. Et c'est la première fois que ça se déroule. Donc c'est pour ça que ça attire beaucoup l'attention ailleurs. Parce qu'en fait, HTS est pas le premier, mais d'autres groupes syriens non liés à Al-Qaïda avaient réalisé cette chose-là auparavant, mais c'est le premier groupe formellement lié à Al-Qaïda qui a réalisé en fait qu'il y avait une tension depuis 2011 entre les objectifs officiels de Al-Qaïda et ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Disons, dans les années 2000, si vous étiez un groupe local qui devenait affilié à Al-Qaïda, quelque part, il y avait une cohérence dans cet agenda. C'est de dire, notre régime est soutenu par les pays étrangers, et donc combattre le régime et combattre les pays étrangers, ça va dans la même direction. On peut combattre les pays étrangers pour les dissuader, pour leur faire payer le coût du prix de leur soutien pour les régimes locaux. Et donc, si le coût devient élevé, ensuite les régimes locaux seront plus soutenus par eux et ensuite on pourra prendre le pouvoir. C'est une vision naïve parce que ça ne s'est jamais déroulé comme ça. C'était l'objectif au final du 11 septembre. C'était très naïf, mais c'était consistant quelque part. Alors qu'en fait, ce qui se déroule après 2011, c'est de montrer que exactement l'opposé est vrai. Dans le sens où on peut être un groupe islamiste, comme certains groupes en Libye, mais également en Syrie. Quelque part, on peut combattre par les armes pour le pouvoir. Et il n'y a pas un soutien occidental, mais il y a une plus de neutralité occidentale par rapport à ça, du moment que ces groupes ne sont pas liés à Al-Qaïda ou l'État islamique. Donc en fait, l'affiliation à Al-Qaïda ou l'État islamique rend impossible l'accomplissement de ces objectifs, qui est d'avoir un État islamique dans différentes parties du monde musulman. Donc, HTS est le premier groupe qui a réalisé ça et qui a mis en
en pratique l'application de ce projet politique qui se distancie du djihad global et qui maintenant a réussi parce qu'il a pris le pouvoir à Damas. Donc après, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que d'autres groupes pourraient prendre la même trajectoire ou suivre la même trajectoire? Et la question se pose principalement par rapport à deux groupes. Shebab en Somalie et JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin dans le Sahel, dans le Mali en particulier, mais dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'on explique dans le livre, sans faire la comparaison de manière détaillée, c'est que l'exemple de HTS est quand même très, très, très particulier, dans le sens où il y a un ensemble de circonstances locales, la nature de la société, la présence d'autres factions, internationales, le fait que les pays occidentaux étaient alignés contre le régime, le fait qu'il y avait une présence turque qui pouvait aussi faire présence sur HTS. Donc il y a énormément de facteurs qui se sont alignés pour rendre ce développement possible. Et ces facteurs ne sont pas forcément présents ailleurs. Par exemple, pour un groupe comme JNIM dans le Sahel, parce que par exemple, aucun État n'a le leverage que la Turquie avait sur HTS, aucun État ne l'a sur JNIM. Après, ça montre quand même à certains de ces groupes que leurs objectifs de djihad global n'ont pas forcément... Enfin, ils peuvent être affiliés à Al-Qaïda sans avoir ces objectifs en pratique, mais que leur affiliation reste un obstacle à leurs objectifs nationaux. Donc, par rapport à ça, ça peut être quand même un exemple, malgré le fait que la Syrie reste un cas extrêmement particulier. Je peux juste ajouter quelque chose là-dessus. C'est vrai que quand on dit est-ce que le modèle est exportable, il y a deux questions qui se posent. C'est l'exportation, mais aussi la nature du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demandait au leadership de HTS de se définir, qui vous êtes, hein, on avait à peu près autant de réponses que de personnes auxquelles on posait la question. Certains vont dire nous faisons partie du djihadisme politique. D'autres disaient nous sommes un mouvement sunnite conservateur. Les troisièmes disaient nous sommes un mouvement révolutionnaire à dimension religieuse. Etc. Donc je pense que ça s'est clarifié en partie aujourd'hui, et ça s'est clarifié notamment à travers l'interaction avec l'environnement international, mais surtout régional. Ce que Ahmed el-Shara a fait immédiatement en arrivant au pouvoir, c'est d'abord un discours clair sur la remise à zéro des compteurs de conflictualité, plus de conflictualité avec personne, et beaucoup de messages de réassurance sur la nature idéologique du projet. Tout le monde, jusqu'à maintenant, continue encore de discuter des intentions du leadership. Mais quelque part, il y a un truc qui a passé régionalement, qui n'a jamais passé il y a 12 ans plus tôt, se dire, voilà, on peut avoir un projet d'une manière ou d'une autre, de nature islamique ou islamiste, mais tant que c'est pas frères musulmans, ça peut passer. Effectivement, je veux dire, ce qu'on peut dire à un an à peu près depuis la chute du régime de Bachar al-Assad ou la victoire de HTS et de leurs alliés, c'est que quelque part, dans un environnement régional hyper hostile à l'islam politique, Ahmed Shara a fait passer la pilule de l'islamisme en quelque sorte sous la garantie que cet islamisme, ce n'est pas les frères musulmans. Et ça, pour l'instant, ça marche. Après, quelle forme concrète est-ce qu'il va prendre? Je pense que là aussi, on peut continuer de poser notre paradigme de départ, c'est que c'est l'improvisation et l'adaptation à un système de contraintes locales et internationales qui va déterminer ce qu'ils vont devenir, et du coup, leur devenir reste, à mon avis, largement ouvert. Et j'ajouterais par rapport à votre deuxième question, c'était déjà une question qu'on nous posait auparavant, avant la prise de Damas. Certains disaient, oui, mais regardez, est-ce que le risque de l'expérience de HTS n'est pas de montrer à certains groupes que s'ils deviennent seulement nationaux, alors quelque part, il y aura moins d'intention internationale sur eux, et ils pourront accomplir leurs objectifs, alors que ça reste des groupes violents, hégémoniques, avec un agenda idéologique. Souvent, c'était la critique en fait, de l'application de ce modèle, entre guillemets, ailleurs, bien malgré les particularités du cas de HTS. Mais en fait, ma réponse à l'époque, c'est de dire que de montrer qu'il y a une voie de sortie au djihad global,
à des groupes comme Shebab en Somalie, Ajnim dans le Sahel, ça ne veut pas dire que ces conflits vont s'arrêter. Ça ne veut pas dire que la nature de ces groupes va devenir moins autoritaire, moins idéologique et moins problématique d'une manière ou d'une autre. Non, mais ça veut dire que il y a une voie de sortie, en tout cas d'une dimension du conflit, qui est la dimension transnationale, qui est une dimension extrêmement importante parce qu'elle empêche une résolution des conflits, parce qu'elle ajoute beaucoup de pays dans l'équation en termes de résolution, parce que beaucoup de pays commencent à avoir un intérêt dans ce conflit parce que ça peut les menacer d'une façon ou d'une autre. Ça implique l'implication d'un cadre légal restrictif au niveau international contre le terrorisme, qui en fait rendent la résolution du conflit plus compliquée. Donc si pour des groupes comme ceux dans l'Afrique de l'Ouest ou en Somalie, il peut y avoir déjà en phase intermédiaire une sortie du djihad global, d'une manière ou d'une autre, ça peut simplifier ces conflits et les rendre plus proches de conflits traditionnels, entre guillemets, qui peuvent se régler par des moyens de partage du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Chose qui n'est pas possible tant que ces conflits ont une dimension transnationale, parce que la dimension transnationale implique que tous les pays, en particulier les pays occidentaux, ont un intérêt dans ces conflits parce qu'ils croient que c'est une source d'insécurité pour eux. Je vous remercie vraiment. On arrive gentiment à la fin de cet entretien. Et c'était vraiment des éclairages passionnants. Et pour terminer cette discussion, je voulais savoir s'il y avait encore des zones que vous pensiez encore développer ou explorer un peu plus, ou si vous aviez des idées de recherche que vous alliez un peu pousser plus loin, toujours dans ce thème, dans les prochaines années à venir. Disons, à l'heure actuelle, mes recherches sont plus dans le cadre du travail avec Crisis Group. Donc, dans toute cette optique de reconstitution de l'armée, comment, en fait, est-ce qu'on passe d'un ensemble de groupes armés, certains alignés, certains en opposition les uns avec les autres, avec des cadres idéologiques différents, comment est-ce qu'on peut unifier ces groupes-là dans une structure commune sans recréer les problèmes qu'on a vus par exemple en Libye, où ce sont des groupes armés qui sont partagés le pouvoir et différentes parties de l'État. Comment est-ce qu'on peut en fait recréer une armée quasiment en partant de rien, ou en partant de groupes armés qui n'ont pas le niveau d'organisation d'un régime stable. Donc pour le moment, c'est plus cette optique-là en fait qui donne aussi des lumières pour comprendre comment en fait l'État se reconstruit après la conquête de Damas. Allons dans le même sens, et pour conclure avec un peu de bayardisme dans cette chaire, je pense que toute la réflexion qu'on a eue, c'était sur la réflexion sur un mouvement militant et ses transformations, en montrant que des groupes aussi idéologiques soient-ils ont une certaine plasticité, une capacité à se redéfinir, même si eux vont jamais voir ça comme un reniement. Enfin, la problématique, c'était les transformations d'une expérience militante. Maintenant, je pense que le même groupe, arrivé au pouvoir, peut vraiment être repensé dans une logique de formation de l'État. Hein. Et encore une fois, alors vraiment pour faire du Bayard, encore une fois, l'approche qu'on entend beaucoup maintenant sur la Syrie, c'est une approche qui pense en termes de state building. Hein, c'est-à-dire, voilà, maintenant il y a des institutions, il faut les remettre en route, il faut mettre des capacités dedans, injecter du cash, et on aura un État qui renaît. Et alors que précisément, ce qu'on voit, une petite réflexion sur la question de la transition d'un mouvement militant qui s'ouvre à petite dose, de manière très pilotée par le haut, montre qu'en fait, on sera sans doute beaucoup plus un processus de formation de l'État, qui sans doute va fonctionner autour de 3 faisceaux. Le premier faisceau, c'est comment est-ce que l'expérience de Edleb, mais comme expérience de laboratoire de technologie politique, de personnel, etc., va impacter sur la nature de l'État. Le deuxième faisceau, c'est comment est-ce que les différents terroirs en Syrie, qui ont tous vécu des expériences de gouvernance, de gouvernement local, d'administration locale très différentes. Je veux dire, Edleb, c'était HTS, le nord d'Alep, c'était le gouvernement intérimaire largement contrôlé par la Turquie. Le nord-est, c'est les Kurdes. Deir ez-Zor, c'était un État beaucoup plus lointain. Damas était tenu par le régime. Comment est-ce que cette espèce d'inscription de la Syrie dans
dans une série d'expériences de terroir très micro, va définir l'État. Ça aussi, ça va impacter. Et le troisième impact, c'est aussi l'histoire longue. Et comment est-ce que Ahmed Shara et son équipe reprend les rênes d'un pouvoir qui s'ancre dans la durée? Comment est-ce que cette durée va impacter sur la manière dont ils vont gérer le pouvoir et l'État? Là, je pense qu'il y a de quoi faire pour beaucoup d'années à venir. Jérôme Brévon, Patrick Henny, merci et très bonne fin de journée. C'était un plaisir.